Nous abordons maintenant le septième chapitre de votre volume Santé mentale et psychopathologie, et on va parler d'une psychopathologie que l'on retrouve relativement fréquemment, qui s'appelle le trouble stress post-traumatique. Avant ça, on le plaçait dans la catégorie des troubles anxieux parce qu'il y a beaucoup d'anxiété qui est associée, mais maintenant on en a fait une catégorie à part dans le DSM-5 parce qu'il y a des caractéristiques qui sont spécifiquement en jeu et qui marquent vraiment le diagnostic de ce trouble-là. Je vous ai mis deux images d'accidents de voiture. L'un des deux a entraîné le trouble de stress post-traumatique. L'autre a entraîné une poursuite en cours. Alors, on va essayer d'être sérieux. Le trouble stress post-traumatique, eh bien, c'est un problème de santé mentale qui peut affecter une personne qui a vécu l'événement traumatique ou qui en a été témoin. Il se peut également que la personne n'ait pas été témoin, mais qu'on lui ait raconté une situation dans laquelle il y a eu des traumas importants, des morts, des mutilations, différentes choses qui génèrent en fin de compte chez la personne un sentiment d'impuissance et d'horreur. L'exemple que je pourrais vous donner, il y a quelques années, j'ai reçu en clinique un homme dont un bon ami et collègue de travail a été littéralement dévoré par un ours. Il était à son travail, il travaillait en foresterie, et puis quand l'homme est arrivé sur les lieux de son travail, il a malencontreusement réveillé, si on veut, un ours en circulant tout près de sa tanière, et l'ours l'a carrément agrippé et dévoré. Des personnes ont raconté à mon client qu'est-ce qui s'était passé. Lui n'a jamais vu l'homme en question, il n'a pas vu de photo de l'homme qui a été démembré, mais ce qui trotte dans sa tête constamment, il s'est créé des images terrorisantes de ce qui est arrivé à son compagnon. Et puis ça l'a rendu tellement pris par cette horreur-là, qui était rendu incapable de sortir de chez lui. Il ne pouvait plus se présenter au travail, bien sûr. Hein? Il se revoit dans une situation comme ça. Et puis, il y avait des flashbacks de cette image-là qui s'était créée. Donc, on peut être témoin de quelque chose, on peut être l'objet de l'agression, du traumatisme, ou aussi on peut, par personne interposée, générer en nous ce trouble émotionnel-là qui est extrêmement grave. Dans notre fameux manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, version 5, DSM-5, on nous parle maintenant de troubles stress post-traumatique. Avant ça, l'appellation était état de stress post-traumatique. Dites-vous qu'il s'agit de la même réalité. Il y a à l'intérieur de ces deux termes-là le stress post-traumatique. Mais quand est-ce qu'il est question d'un trouble de stress post-traumatique? C'est dans le cas où est-ce qu'il se présente des symptômes très, très importants et qui sont sur la durée et qui rendent la personne incapable de fonctionner, en guillemets, normalement. Ça devient extrêmement prenant. D'ailleurs, les stress post-traumatiques, on est tous sujets à pouvoir en vivre. En fait, les gens disent, 60% des gens disent que c'est arrivé au cours de leur vie au moins une fois. Puis il y en a même que c'est arrivé plusieurs fois. Il y a plusieurs situations à laquelle on va être soumise au cours de notre existence. Si on a une vie moindrement active, et si on a une vie très, très, très active, et puis qu'on se livre justement à des activités qui sont à fort risque de blessure, il se peut qu'on vive un stress post-traumatique, soit en voyant qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, soit que c'est nous qui sommes la cible de cette blessure, de cet accident-là, lors de nos activités. Je vous pose la question, est-ce que les pompiers, du fait qu'ils sont souvent
exposés à des incendies puisque c'est leur métier? Est-ce qu'ils sont à l'abri du TSPT? Donc, trouble, stress post-traumatique. C'est quoi un événement traumatique? C'est quoi qui le distingue d'une petite frousse? On peut en avoir des petites frousses, ça passe. Une petite frousse, une petite peur. Là, on parle vraiment d'horreur, de sentiments d'horreur, d'impuissance. T'es déboussolé. Tu deviens estomaqué. J'essaie de trouver tous les mots là, qui peuvent faire que ça fait que ça dépasse ton imagination. Le possible, c'est irréel. Tu vas avoir cette sensation-là d'irréel. Il y en a même qui vont avoir une sensation de dépersonnalisation. Dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont comme si ils étaient à l'extérieur de leur corps. Ils sont en train de regarder leur corps, en train d'agir. Dépersonnalisation ou déréalisation. C'est un peu ça, ça veut dire que tu te sens comme en dehors de la réalité. Tu te sens comme dans un autre monde quand arrive cet événement-là. Ça, c'est des symptômes qui sont beaucoup plus puissants. Puis là, on va se retrouver que cet événement traumatique-là a imprégné une force une forte charge émotionnelle dedans ton toi-même. Ah, mon téléphone. Que ça me stresse. Bon, c'était pas un appel important. C'est pas le fun. C'est pas le fun pour la personne qui m'a appelé. Que je dise que son téléphone n'est pas important. Oui, c'est une personne importante pour moi, mais le contenu du discours n'était pas si important que ça. Correct, ça? Bon, je vous ai fait sourire. On revient à nos moutons. Événement traumatique, on dit que c'est un événement comportant de forts risques de mort ou de menaces de mort. Menace de mort, ça peut être dans une situation de catastrophe naturelle ou une situation justement qui est liée à la nature, puis qui t'a terrifié. Je vais être plus précise. Mettons que je marche sur un lac gelé, et puis que ça craque, et puis que je glisse dedans la fente, le trou de glace, jusqu'à la taille. Il y a bien des chances que pour moi, ça soit un événement traumatique. Surtout que je m'imagine la suite. Hein? On a vu ça dans les films. La personne, elle glisse sous la glace, là. Puis là, les autres essayent de déneiger puis de le retrouver pour essayer de faire un trou pour le sortir de là, là. Quand tu vois ça dans les films, là, je suis pas très à l'aise. La pêche à la glace, mettons, c'est pas mon fort. Là. Je vais accompagner, mais je trouve je sais pas. En tout cas, moi, là, pour moi, je verrais ça comme quelque chose qui est vraiment une menace par rapport à ma vie. Menace de mort par quelqu'un, ça aussi, c'est vraiment pas évident. Là. Dans des situations de hold-up, par exemple, dépanneur, il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées dans ces situations-là, puis qui ont développé un trouble stress post-traumatique parce qu'on l'a présenté une arme. Et puis on a menacé ta vie si tu ne me donnes pas le cash. C'est sûr que tu vides le cash, là, mais il reste que tu dis ça tourne mal. Si quelqu'un d'autre rentre dans le dépanneur puis qui pèse sur la gâchette, ça, là, c'est ça qui va te faire vivre un traumatisme. Bon, de blessures graves, qui comportent des blessures graves à une autre personne ou à toi, je pense par exemple à la jeune fille qui s'est faite électrocuter. En fait, elle a frappé un poteau de l'hydro, les fils se sont détachés et ils touchaient au sol dans une flaque d'eau. Elle est débarquée de sa voiture, elle a mis pied là, puis elle a été électrocutée. Ses 4 membres ont été cramés. Je n'ai pas besoin de vous donner les détails que ça, c'est un événement traumatique. Puis je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, cette femme est extrêmement épanouie. C'est incroyable. Tout le chemin. Là, on va parler de résilience, là. Mais événement traumatique, ça, c'est vraiment une blessure grave. Ou menace à l'intégrité physique ou psychologique. Des choses qu'on peut dire à des personnes pour les rabaisser, mais on va parler d'événements chroniques, là. Ça peut finir par être traumatique. Je vous dis, bon, j'ai mis des exemples, c'est séquestration et violence. Ça peut être des violences physiques, des violences sexuelles, même des violences psychologiques. Dire à quelqu'un qu'on va la torturer. Puis tu vois que la personne qui t'a kidnappé, elle a un comportement vraiment de tueur, de tortionnaire. Hey, là, je suis rendue loin, hein? Je vous en fais des petits scénarios. En tout cas, vous voyez que ce n'est pas des pètes dans l'eau bouillante. Donc, une mort tragique et soudaine d'un proche,
Ça, c'est traumatique. Ouais, quand ça l'arrive, puis que c'était pas prévisible, puis ça arrive à côté de toi, quelqu'un fait une crise cardiaque à côté de toi, puis il tombe dessus. Je veux dire que c'est pas commun, hein? Grave accident de voiture, menace avec une arme, j'en ai parlé, électrocution, agression sexuelle, séquestration, violence. Donc, tout ça est traumatique, puis va être géré différemment selon les personnes. Il y en a que ça va tourner en trouble stress post-traumatique, puis il y en a d'autres que ça va être juste un stress traumatique qui va s'évacuer. Je vais vous donner un exemple par rapport à ma fille. Une de mes filles, elle partait de Rouen, elle habitait chez moi, et puis elle faisait des stages à Amos. Alors, un soir, elle est partie pour aller à son stage, qui était le lendemain, donc elle retournait à Amos, chez son papa, et puis, il y a eu un accident, un grave accident, ça date il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un grave accident sur le chemin de Pressac. 2 voitures qui se sont rentrées dedans, donc elle est débarquée rapidement de sa voiture pour aller porter secours à la personne de la voiture qui était plus proche, la dame qui était là. Donc, elle a pris la dame, elle a pris les signes vitaux. Je veux dire, comment ça après? Elle est en train de finir son bac en soins infirmiers. C'est comme un addon spécial. Donc, elle a pris les signes vitaux, elle a essayé de voir comment était la femme. La femme était inconsciente. Les signes étaient très, très faibles. Alors, elle a pensé rapidement, elle a dit, bon, ben là, je ne peux pas faire grand-chose. Et dans l'entrefaite, il y a une autre personne qui a croisé, qui s'est arrêtée, qui était une étudiante qui, elle, montait à Rouen pour son cours en technique policière. C'est vraiment un étrange de coïncidence. Alors, elles se sont parlé, et puis ma fille a dit, je vais aller voir dans l'autre voiture, ici. Elle a donné la cote qu'ils connaissent là, pour dire que les signes vitaux étaient ils étaient faibles. Elle dit, parce qu'elle s'est dit dans sa tête, bon, je ne peux plus rien pour elle, mais est-ce que l'autre va s'en sortir? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'autre? Et dans les faits, c'est ça. Les soins qu'elle a apportés à l'autre pendant que les ambulanciers sont venus étaient importants. En rétrospective, quand elle s'est mise, parce que là, elle s'est mise à ventiler, hein? Elle nous a tous appelés un après l'autre. Elle était en stress post-traumatique. D'écrire, raconter à nouveau l'histoire. Elle a besoin d'être rassurée sur la décision qu'elle avait prise. J'ai pris une décision vraiment rationnelle. J'ai pris une décision, ce qu'on nous a enseigné. Mais elle se sentait quand même coupable. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dis-toi, qu'est-ce que tu t'es fait de bien? C'est ça qu'on lui a dit. Donc, cet événement-là, il a rentré dedans. Ça a duré quelques semaines, je vous dirais. Elle est encore fonctionnelle. Elle était capable, elle a fait son stage, elle est capable de conduire sa voiture. C'est un événement traumatique, mais qui a été bien digéré, je vous dirais. Et puis, si on y en reparlerait aujourd'hui, elle n'aurait pas de difficulté à en parler avec détachement, tout en disant que c'est quelque chose qui a marqué sa vie, que cet événement-là. Alors là, on a un événement traumatique qui est assimilé sainement. Dans d'autres cas, c'est pas ça. Ça peut dépendre de l'individu, ça peut dépendre du contexte. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ça va se développer ou pas en trouble, stress post-traumatique. Les événements traumatiques peuvent aussi être répétés. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont plus à risque de développer des troubles post-traumatiques parce qu'ils sont souvent exposés à des situations où il y a de la mort, où il y a eu des violences. Ce qui est le pire dans tout ça, c'est quand on réalise que ce qui est arrivé à la personne est dû à la volonté d'une autre personne. Ça, dans les stress, les troubles stress post-traumatiques, c'est ceux-là qui sont les plus dramatiques, si vous voulez. Quelqu'un a volontairement essayé de poignarder quelqu'un, il l'a blessé, il a survécu, c'est grave, extrêmement grave. Quelqu'un qui serait fait une chute d'une falaise alors qu'il faisait du vélo de montagne et puis qui a été blessé gravement, qui a survécu, c'est grave aussi. Mais c'est moins grave que si c'était quelqu'un qui aurait voulu lui faire du mal. Vous voyez un peu le rapport. J'aimerais vous demander si vous avez vécu ou dans votre entourage a été vécu un événement traumatique qui ne s'est pas développé en trouble stress post-traumatique. Comment ça a été géré et pourquoi vous pensez que finalement la personne s'en est bien sortie sur le plan émotionnel, sur le plan
cognitif et sur le plan comportemental. Je vous ai mis ici des photos d'une catastrophe naturelle, un déluge, qui est arrivé en 1996 au Québec. Êtes-vous capable de me retracer de quoi il s'agit et de m'expliquer l'histoire qui va avec les images que je vous montre? Le trouble stress post-traumatique, c'est un problème de santé mentale qui est relativement courant au Canada. Mais là où on le retrouve le plus, c'est chez les militaires, les premiers répondants. Les premiers répondants pensaient à ambulanciers, les pompiers. Il y a bien sûr les médecins et les infirmières. Mais ça peut affecter n'importe qui vit un traumatisme. Donc, pourquoi plus ces personnes-là? C'est qu'ils ont des professions qui touchent l'aide. Puis l'aide, dans plusieurs cas, c'est associé à des problèmes de santé graves. Je vais vous donner un exemple. J'ai fréquenté un médecin pendant quelques années et puis lui, il a vécu un stress post-traumatique. C'est pas devenu un trouble, mais ça a été très prenant dans sa vie. C'est qu'il a dû faire un constat de décès sur une personne qui avait été sortie d'une maison en feu. Donc, la personne c'était un cadavre, carrément, là, mais calciné. Puis, on oblige quand même le médecin à faire des constats de décès, même si on voit bien qu'il n'y a plus de signes vitaux. Ça fait partie des règles. Donc, lui, ça l'a perturbé. Il a eu beaucoup de difficultés à dormir. Mais on dirait que quelque part, ces gens-là, ils ont comme un entraînement à voir la mort. Mais celle-là était vraiment, pour lui, c'était beaucoup plus prenant d'avoir cette image-là, du grand brûlé, là. Alors, il y a eu de la difficulté un petit peu. Il y a des infirmières qui, elles, ça s'est transformé en trouble stress post-traumatique. Elles ont été retirées du milieu de l'emploi pendant plusieurs mois avec des traitements parce qu'elles avaient vu l'individu calciné passer dans la salle pour faire le constat de décès. Et des ambulanciers aussi, qui ont été beaucoup affectés. Donc ça, c'est sûr qu'ils se retrouvent dans ces milieux-là, ça peut leur arriver plus souvent, les militaires, situation de guerre, de blessures à eux, peur de mourir, de voir quelqu'un mourir ou de contribuer au décès de quelqu'un et de le voir mourir, même si ce n'est pas ton ami. Vous imaginez? Ça s'imprime et ça revient. Là, ça revient en boucle. Ça se chronicise. Si on n'intervient pas, si on ne les aide pas. Il y a une personne, je veux dire, un grand homme, un militaire canadien, qui est le lieutenant-général Roméo Dallaire. Lui, il est intervenu dans les conflits au Rwanda en tant que casque bleu, donc pour essayer de ramener la paix. Okay? Mais dans ce pays-là, on sait qu'il y a eu un génocide incroyable, au-dessus de 800 000 personnes ont été assassinées, et puis s'est retrouvé dans des situations où il ne pouvait pas intervenir parce qu'il pouvait mettre la vie en danger de ses soldats, mais il voyait ce qui se passait. D'ailleurs, il a écrit un volume qui s'appelle « J'ai serré la main du diable ». C'est un volume extrêmement intéressant qui est son autobiographie, sa façon de raconter les événements de cette époque-là. Une fois sorti de la situation, de retour au pays, il a fait une grave dépression. Il a eu des idées suicidaires. On voit où ça peut mener, le trouble stress post-traumatique. Il s'en est sorti et puis maintenant, il donne des conférences pour sensibiliser les gens, justement, au fait que les troubles stress post-traumatiques peuvent mener très, très loin, une personne très, très loin dans sa destruction personnelle. Quand des situations terrifiantes surviennent, eh bien, les personnes peuvent réagir de différentes façons. Il y en a qui peuvent se sentir extrêmement nerveux et tendus, avoir de la difficulté à dormir, à s'endormir, et aussi revoir des détails de l'événement, défiler là, un peu comme en boucle là, dans leur esprit. Ces réflexions-là, ces expériences-là, c'est des réactions qui sont naturelles.
et elles vont s'atténuer avec le temps en général. Donc, les personnes touchées vont pouvoir, à un moment donné, reprendre leur vie quotidienne, puis cette expérience-là va faire partie du passé. Donc, le stress post-traumatique, c'est une réaction naturelle chez une personne normale en guillemets, on est normaux, d'accord, mais une réaction naturelle à un événement anormal, parce que ça n'arrive pas tout le temps et tous les jours. Un exemple de stress post-traumatique qui n'est pas devenu un trouble stress post-traumatique, ben, c'est l'exemple que je vous ai cité plus tôt avec ma fille qui est arrivée sur le lieu d'un accident et qui a réagi de façon méthodique et très, très rationnelle dans la situation, mais qui, au retour à la maison, a senti une vague d'émotions revenir et une analyse a posteriori de ce qui s'est passé. Ça, c'est le stress post-traumatique. La tension, la préoccupation est restée pendant quelques jours, elle pouvait même dire quelques semaines, mais de moins en moins présente. Puis après ça, c'est complètement évaporé. Tandis que le trouble stress post-traumatique, ça perdure dans le temps. L'exercice que je vous propose dans cette diapositive, c'est que je vous ai mis le lien d'une entrevue qui est réalisée avec Boris Cyrulnik. C'est un neuropsychiatre, c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine du fameux mot résilience. Vous voyez, ben, il nous parle de l'effet du confinement sur les gens, puis il l'étudie sous l'angle de est-ce un traumatisme? Alors, je vous demande de l'écouter, ça dure environ 13 minutes, puis prenez le temps de noter son discours, les éléments importants de son discours, et puis on va les ressortir quand on va se voir ensemble. En passant, Boris Cyrulnik, il a fait beaucoup d'autres, des conférences sur, entre autres, une que j'ai écoutée dernièrement, qui s'appelle la mémoire. C'était sur la mémoire traumatique. C'était plus qu'1 heure, là, mais c'est passionnant. C'est un neuropsychiatre, donc, et puis en plus, c'est un psychanalyste. Fait il met plein de volets, dans le fond, de la compréhension, de la biologie, de la psychologie, puis même aussi des dimensions sociales, parce qu'il nous parle beaucoup des facteurs de risque, des facteurs de protection. Alors, je vous mets au défi, encore une fois, de faire quelque chose de bien avec ça, puis vous allez m'expliquer comment il voit ça, lui. Confinement. Contrairement au stress post-traumatique, le trouble stress post-traumatique, dure beaucoup plus longtemps. Puis, il peut perturber gravement la vie des individus, des personnes, de la personne et des gens autour aussi, parce qu'il peut se retrouver dans un état, à un moment donné, un état dépressif. Une dépression caractérisée peut s'en suivre. Hein? Bon, cet état va causer des symptômes qui sont inquiétants. Ces symptômes inquiétants sont comme le fait de revivre l'événement traumatique. On va parler à ce moment-là de reviviscence. Il y a l'impression qu'il se revoit dans cette action-là, dans cette situation-là. Les personnes peuvent aussi faire des cauchemars terribles. Y avoir des fameux flashbacks. Là, on va parler plus de réminiscence. Je parlais reviviscence, c'est comme s'il allait revivre, mais réminiscence, le flashback, c'est une image qui apparaît soudainement, sans raison. Elle est hors contexte. Je peux vous donner un exemple. J'ai eu une cliente qui a été agressée physiquement par un homme dans une ruelle. Et puis, bon, elle s'en est sortie avec des blessures, bien sûr, mais ce n'était pas des blessures majeures. Elle restait quand même dans un état de stress traumatique, mais en état de trouble stress post-traumatique. Pourquoi? Parce qu'elle dit à tout moment, elle dit, je revois le visage de mon agresseur. Elle dit, je suis en train de faire une brassée de linge, j'ouvre ma laveuse frontale, puis je vois sa face dans la laveuse. Là, ça a l'air drôle. Elle dit, je referme la porte, puis tu sors de la salle de lavage. Elle dit, des fois, c'est comme ça. Elle a un secrétaire, elle dit qu'elle a un secrétaire, c'est un petit bureau, dans le fond, un petit bureau qui a une petite porte coulissante sur le dessus. Elle dit, encore là, j'ouvre le secrétaire, il est encore là. Elle dit, dès que j'ouvre quelque chose, je vois
sa grosse facelette. Je le dis en riant, mais c'était pas drôle pour elle. Hein? Donc, il y a eu du travail à faire pour évacuer ces images-là qui reviennent. Le trouble stress post-traumatique, il ne faut pas le prendre comme étant une faiblesse. C'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est fragile, qui fait que ça se transforme en douleur, en horreur extrême, en sentiment d'impuissance, en culpabilité. Tout ça peut faire partie du trouble stress post-traumatique. Non, c'est des messages que le cerveau envoie à la personne qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces états d'âme, toutes ces images qui apparaissent et ces cauchemars-là, c'est le cerveau qui essaye d'intégrer des données inacceptables. Quels sont les symptômes que l'on retrouve dans le très réel trouble stress post-traumatique? J'aimerais d'abord vous dire que ces symptômes-là débutent habituellement dans les 3 premiers mois suivant le traumatisme. Cependant, il y a parfois des cas où c'est plusieurs mois qui vont s'être écoulés, voire des années, avant que les symptômes n'apparaissent. Pensez, par exemple, à des cas d'abus sexuels chez des enfants où ils vont commencer à consulter parce qu'ils ont des problèmes relationnels eux-mêmes qu'à l'âge de 14, 15 ans, même 20 ans. Alors, le traumatisme, il est là, il était latent, et puis là, il commence à s'exprimer. Freud aurait parlé de refoulement dans ce cas-là. Je vous ai inscrit ici les signes caractéristiques qui sont les plus fréquents. On peut tous les avoir ou en avoir qu'en partie. Et puis, si vous voulez vraiment avoir le détail complet du contexte et des symptômes, eh bien, dans votre volume, on a placé les critères diagnostiques du DSM-5. Vous retrouvez ça à la page 194 de votre volume. Bon, j'ai mis ici, donc, on a sentiment de peur intense, d'horreur et d'impuissance, accompagné d'un ou plusieurs symptômes suivants. Vous allez voir que ce sont des symptômes physiologiques. Le corps se défend, le corps répond ou le corps s'exprime. Palpitations cardiaques, cœur qui bat énormément, on sent là, que il part en peur, la patate part en peur, un peu comme dans les crises de panique. Respiration rapide, tremblement, frisson, transpiration excessive. Ça ressemble à une crise de panique. À ça, on ajoute, donc le corps réagit comme en état de détresse, mais à ça s'ajoutent les fameux flashbacks, les réminiscences. Ensuite, on a des pensées qui s'imposent à l'esprit et deviennent incontrôlables. Les pensées, c'est des pensées qui vont autour de l'événement, du contexte de l'événement. À cause de ces pensées, la personne atteinte ressent de la détresse qui se manifeste par l'anxiété et la dépression. Je vous ai beaucoup parlé des troubles anxieux et qui étaient liés à des troubles dépressifs. Dans le cas du TSPT, on est dans la sphère anxieuse, mais à force de vivre ces symptômes-là qui apparaissent à des moments non souhaités puis qui sont tellement envahissants, eh bien, la personne s'épuise moralement, psychologiquement, physiquement, puis la dépression il peut s'en suivre une dépression. Donc, la comorbidité avec la dépression, elle est beaucoup là. Quand je vous parlais de Roméo Dallaire, c'est ça qui lui est arrivé aussi. Là. Donc, de la difficulté à ressentir certaines émotions, par exemple la tendresse et le désir. Donc, quand on parle de désir, le désir sexuel, ben, cette personne-là est complètement, elle est distante face au social. Quand je vous avais dit qu'il pouvait y avoir dépersonnalisation, ça prend un petit peu comme ça. Il se déconnecte par moment de la réalité, de ce qui se passe. Il se perçoit comme un observateur de sa personne. Cet individu-là peut être en train, par exemple, de prendre sa douche, et puis il voit ses mains, il voit en train de mettre le savon dans la débarbouillette, déposer le savon, frotter son bras, mais il a l'impression que c'est quelqu'un d'autre, mais pas quelqu'un de menaçant, qui est en train de le savonner, de mettre du shampoing. Il est comme pas là, il est à côté de ses pompes, il est à côté. Donc, il parle des petits moments comme ça, et il va se retrouver en dépersonnalisation. On a aussi, bien sûr, de la difficulté à se concentrer parce que les pensées qui tournent autour du traumatisme reviennent très, très, très fréquemment. La personne a
a peur qu'ils reviennent, puis des fois, ils vont même se retrouver dans des situations d'évitement. Éviter, entre autres, d'aller de l'endroit où c'est arrivé. C'est sûr que si le traumatisme est arrivé, c'est un pays en guerre, vous étiez soldat, vous n'avez pas nécessairement retourné là. Il y en a qui vont choisir de le faire. Il y en a qui, pour compléter la thérapie, ils vont aller jusque-là. Mais ce n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais quand c'est des choses qui sont par rapport au quotidien, par exemple, une dame aurait été agressée dans le sous-sol, là où est-ce qu'il y a les stationnements, un sous-sol d'un immeuble, tout ça. Puis, ça se peut qu'elle ne veuille plus jamais descendre dans le sous-sol d'un immeuble au stationnement. Ça se peut vraiment que pour elle, elle va aller stationner ailleurs, beaucoup plus loin, pour pas que ces images-là reviennent. Ça peut amener la personne aussi à ne plus faire ce qu'elle faisait avant, parce que c'est associé à la conduite automobile. Vous avez eu un accident d'automobile, elle a eu un accident d'automobile, il, eh bien, ça peut l'amener à vouloir éviter de reprendre la voiture, parce que c'est associé à quelque chose de beaucoup trop intense. Ça va développer, ça ressemble à un genre de phobie, mais c'est associé au trouble de stress post-traumatique. C'est vraiment fixe avec des images particulières. Deux autres symptômes qui sont caractéristiques du TSPT, eh bien, la difficulté à trouver le sommeil, difficulté à s'endormir, des réveils fréquents au cours de la nuit ou des réveils précoces. Là, quand on dit précoce, à 3 heures du matin, la personne ne se rendort plus. Donc, le sommeil est clairement perturbé. N'oubliez pas qu'il peut y avoir aussi des cauchemars qui sont présents. Des cauchemars qui ramènent la situation. Et des fois, c'est même pas la situation, mais ce sont des rêves angoissants vécus par la personne parce que son corps vit des tensions au quotidien. Autre aspect important, un besoin d'être continuellement en alerte, en état d'alerte, finalement, prêt à réagir. Chez nos militaires, ça va se retrouver beaucoup, cette hypervigilance-là, parce qu'ils ont beaucoup été exposés constamment à un état de dire « prépare-toi à attaquer » ou « prépare-toi, tu vas te faire attaquer ». Ils entendent des sons de bombardement. Donc, tout ça, là, ça les place en situation d'alerte. Mais même quelqu'un qui aurait subi une agression physique lors d'une altercation avec un pur étranger va se retrouver quand même en état d'alerte, va s'imaginer ou regarder autour de lui et réagir à la silhouette d'une personne qui ressemble à la silhouette de l'agresseur. Le lien entre le trouble stress post-traumatique, qui est un trouble qu'on catégorise anxieux, et la dépression, il est bien réel. Et ce que ça peut faire, c'est présenter chez la personne un plus haut risque suicidaire. Que ce soit des traumatismes de l'enfance répétitifs ou que ce soit un événement isolé, mais à forte composante terrorisante, émotionnelle, la personne peut traîner ça longtemps et se sentir sale. Je vous dirais par exemple des exemples d'une personne qui aurait subi un viol, elle peut se sentir sale, elle va se sentir coupable. Tu dis, mais pourquoi qu'elle se sent coupable? Bon, elle va refaire le scénario dans sa tête, puis elle se met toujours de si j'avais pas, si. Ben ça commence à être lourd à porter à un moment donné. La honte qui va avec ça. Donc, les idéations suicidaires peuvent s'installer à ce moment-là. Puis s'ils n'en parlent pas aux autres personnes autour, eh bien, le risque devient très réel. Ils peuvent planifier leur suicide. Puis, j'aime pas l'expression, là, mais un suicide réussi, là, ça veut dire que la personne est décédée. Pour la question liée au genre, eh bien, on reconnaît que le TSPT est plus répandu chez la femme que chez l'homme. Puis ça, c'est sur l'ensemble de la vie. Donc, durant la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte avancé. Donc, en général, les femmes souffrent aussi sur une plus longue durée, sont les plus atteintes et souffrent sur une plus longue durée que l'homme. Pourquoi on voit ça un petit peu, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations où la femme se retrouve à être en situation de vulnérabilité,
puis qu'elle est l'objet aussi d'agressions. On pense très certainement aux agressions sexuelles et différentes agressions physiques. Je ne dis pas que les hommes s'en sortent mieux. C'est intense, mais c'est moins fréquent chez les hommes que chez les femmes en proportion, là. Et pas par rapport au même type d'agression non plus, là. Là où les hommes sont le plus représentés dans ces types de traumatismes, c'est par rapport au combat militaire. Au combat militaire, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, où on va retrouver les troubles de stress post-traumatique. Femmes militaires, oui, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup moins, voyez-vous. Aussi, témoins de mort. Les hommes sont plus témoins de mort que les femmes. Pourquoi, pensez-vous? Pourquoi? Vous allez me répondre à ça. Si on parlait de la culture maintenant? Oui, oui, oui. La survenue, la sévérité du TSPT, elle peut varier selon les groupes culturels. Je vous mets au défi de m'expliquer de quoi il pourrait s'agir. Ici, on a une représentation des facteurs de risque présents avant l'événement traumatique, donc qui pourraient faire en sorte que la personne serait plus prédisposée à développer un trouble stress post-traumatique. Donc, de ne pas se remettre d'un trauma et que ça devienne un problème de santé mentale. On a parlé que ça arrive plus souvent si c'est les femmes que c'est chez les hommes, dans beaucoup de situations. Donc, sexe féminin. Et plus c'est en bas âge, plus l'événement est arrivé pour des jeunes enfants, plus le risque est élevé. Donc, bon, si déjà la personne a des prédispositions à l'anxiété, à la dépression, donc quand l'événement arrive, elle a plus de difficultés, elle, à s'en détacher. Ça l'amène à devenir plus anxieuse, à prévoir un avenir qui n'est pas meilleur que ce qu'elle a vécu, et puis revoir le passé qu'elle n'a pas été capable de contrôler, puis qui l'a placé dans une situation dépressive. Consommation de psychotropes, ben là on parle si c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de drogue, d'alcool entre autres, puis l'alcool, on sait que c'est un neurodépresseur. Ça rend la personne beaucoup plus vulnérable. Traumatisme antérieur, bon, on dit qu'il y a eu des traumatismes comme des accidents, des agressions physiques, des agressions sexuelles avant le nouveau trauma, je vous parle. Là. Donc, s'il y a déjà eu des choses que la personne elle a dû surmonter, eh bien, pour elle, le nouvel événement, ça vient comme de retaper sur le clou. Des croyances irrationnelles, bon, on parle de pessimisme, dramatisation, généralisation excessive, de se sentir coupable et honteux de ce qui lui est arrivé, que quelque part c'est de sa faute. C'est pas rare qu'on entend des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont été violées, de considérer qu'elles en sont responsables. Pourquoi? Parce que elles jugent qu'elles n'étaient pas habillées de façon adéquate, ou plutôt que ça pouvait amener la personne, ça pouvait suggérer à un agresseur qu'elle était disposée pour avoir une relation sexuelle non consentie. Puis ça fait même partie des mythes du viol. Hein? Il y en a qui pensent à ça. Elle a la jupe trop courte, là, elle, c'est parce qu'elle veut se faire violer. Donc, des pensées comme ça, de se sentir honteux, de se sentir responsable. J'aurais pas dû aller à cette soirée-là. Je savais qu'il y avait beaucoup de monde. Je savais qu'il y avait de l'alcool. Je suis pas d'âge à consommer de l'alcool, être dans cette situation-là. On m'a fait boire, on a mis quelque chose dans mon verre. Donc, j'ai agi de façon irresponsable face à moi-même. Donc, elle va encaisser ça, là. Donc, le stress va être encore plus élevé. Le stress post-traumatique va être encore plus élevé. Bon, on dit exigence personnelle élevée. Ben, moi, je le vois plus parce qu'ils l'ont pas bien défini dans votre volume. C'est des personnes qui pensent être capables de pouvoir tout contrôler dans leur vie. Puis quand il arrive quelque chose sur lequel ils n'ont pas d'emprise, ben, elles se sentent vite désorganisées. Ça leur rentre dedans. Quand on parlait de l'échelle de compassion, d'autocompassion, ben, les autres ils ont beaucoup de difficultés à se faire ça parce qu'elles pensent qu'elles devraient être parfaites. Ça ne devrait pas leur arriver à eux pour XXX raisons. Ou ils auraient dû être capables de gérer la situation pour XXX raisons. Même quand il s'agit d'une catastrophe naturelle.
Si je m'étais préparée adéquatement, je savais que c'était une place où est-ce qu'il y avait plus de tremblements de terre, et si, ça leur rentre dedans. Parce qu'ils se font des scénarios qui auraient pu sauver leur famille, sauver les proches, ou whatever. Donc ça, c'est une combinaison, c'est un petit bouquet. Ce que je trouve particulier, qu'ils n'ont pas indiqué comme facteur de risque, peut-être qu'ils le calculent comme étant un facteur déclencheur plus puissant, le fait que ça soit un acte interpersonnel violent. Une personne s'attaque à toi. C'est plus grave que si c'est un événement qui vient d'un phénomène naturel. Puis, pire, si cette personne-là est une personne que tu connais. Pire, si c'est une personne que tu connais et qui, en plus, elle a mijoté son coup, elle a fait ça intentionnellement. Parce qu'on peut avoir, je peux par exemple recevoir une balle dans une jambe. Parce que mon collègue de chasse, mon compagnon de chasse, avait chargé son arme, puis l'a mal manipulé. C'est un traumatisme pareil. C'est une personne qui a fait ça, mais je sais très bien qui n'a pas fait exprès. Mais s'il menace avec son arme, puis qui veut me tuer, puis que je survis, parce que je suis un phénomène, ben là, ça va faire un très, très, très gros traumatisme. Vraiment, là. Donc, faut en tenir compte de ça aussi. Pour cette dernière diapositive, on va parler bien sûr